C'est l'heure de l'Info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Ce matin, on commence et vous revenez sur ce qui se passe sur l'énergie et notamment sur le gaz. Oui, c'est l'agence Bloomberg cette semaine qui nous rappelait bien qu'un événement anodin qui s'était déroulé au Texas, à l'image d'une aile de papillon, avait déclenché une onde de choc mondiale. Ça se passait début juin. Un incendie qui s'était déclaré dans une installation obscure au Texas, qui extrait du gaz naturel dans les bassins de schiste américains. Il y avait eu effectivement un incendie. Il avait été éteint en 40 minutes, donc personne blessé. Une histoire normalement qui était dans la presse locale uniquement, sauf que 3 semaines plus tard, l'onde de choc financière et politique est plus que jamais présente, à la fois en Europe et en Asie. Je vous parlais la semaine dernière du Pakistan, confronté à ce marché et contraint d'acheter du mazout plutôt que du GNL. Le gaz naturel est actuellement le produit le plus recherché au monde. C'est un moteur clé de l'inflation mondiale dont on parle ici quasiment toutes les semaines, avec des hausses extrêmes, plus 700% en Europe depuis le début de l'année dernière. Le gaz naturel rivalise désormais avec le pétrole. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine a accentué la crise en supprimant des approvisionnements. Et on le voit, les plans de lutte contre le changement climatique ont été un peu relégués au second plan. L'urgence, c'est de trouver du gaz avant cet hiver. L'Allemagne affirme même que les pénuries de gaz pourraient déclencher un effondrement semblable à celui de Lehman Brothers, alors que le pays fait face à la perspective sans précédent de voir ses entreprises et consommateurs manquer d'électricité. Le principal gazoduc Nord Stream qui transporte le gaz russe vers l'Allemagne doit être fermé le 11 juillet pour 10 jours de maintenance. Certains craignent que Moscou en profite pour ne pas le rouvrir. Oui, alors justement, en parlant d'urgence, parmi les besoins identifiés, c'est celui des infrastructures. Oui, alors des installations d'exportation, ça accélère les projets en Amérique du Nord, par exemple. Des terminaux d'importation en Europe, des projets d'environ 20 terminaux ont été annoncés ou accélérés depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment en Allemagne. Des pipelines, il en faut aussi, avec une plus grande capacité pour recevoir ces expéditions, et puis des méthaniers. Mais alors là, les chantiers navals de Corée du Sud, où sont construits la plupart des méthaniers du monde, connaissent une augmentation des commandes, mais qui les privent aujourd'hui de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ils cherchent à l'extérieur d'autres soudeurs, électriciens ou peintres pour effectivement accélérer un peu la cadence. Ouais. Sauf que, on le sait, tous ces projets, Didier, ne vont pas se faire en quelques mois. Oui, alors nous sommes dans les années 70 pour le gaz naturel. C'est ce qu'a déclaré un expert à Bloomberg, Kevin Book, qui est directeur général de Clearview Energy Partners. Le monde pense maintenant au gaz comme il pensait autrefois au pétrole. Et le rôle essentiel que joue le gaz dans les économies modernes, besoin d'un approvisionnement sûr et diversifié, sont devenus aujourd'hui très visibles. Une situation donc nouvelle pour cette énergie à suivre. Des entreprises comme BASF, par exemple, disent qu'elles pourraient réduire leur production. Et la Deutsche Bank a même évoqué un risque d'une récession allemande imminente. Retour en France côté énergie, forcément EDF, comme l'a annoncé Elisabeth Borne, l'État veut donc nationaliser l'électricien. Oui, alors je ne ferai pas ici une analyse du discours d'Elisabeth Borne, mais dire nationaliser une entreprise dont on détient près de 84%, c'est clairement jouer sur les mots ou faire un effet d'annonce. Aucune surprise à ce sujet. D'ailleurs, le président de la République en avait évoqué l'idée. L'actuel président, Jean-Bernard Lévy, va trouver un successeur pour diriger EDF. Mais il faut regarder effectivement un peu plus loin. C'est regarder les graphiques. Même s'il y a eu des portraits dithyrambiques de tel ou tel champ d'entreprise, c'est une société cotée en bourse, donc la seule note, c'est celle de la bourse. Et là, on peut dire que, Laurence, les actionnaires ont été rincés. C'est une catastrophe boursière pour une entreprise gérée autant par Bercy, l'Élysée que chez EDF, ce fameux capitaliste français qui fonctionne si bien qu'EDF n'a pas arrêté de se refinancer. L'État, avec sa double casquette, lui a ajouté des contraintes et EDF n'a pas véritablement profité de ce boom sur le secteur de l'énergie, a accumulé les retards et les dettes financières. Son cours de bourse, c'est une piste noire en décembre depuis 15 ans. Pour situer les choses, en 2005, on était à 30 € sur le cours d'EDF. On est aujourd'hui autour des 9 €, même après la hausse de cette annonce. Donc divisé par 3 un cours de bourse, on ne peut pas dire que ce sont des champions. Alors quand vous entendrez parler des vilains petits actionnaires, pensez à ces Français qui ont cru dans cette entreprise, déjà financée par d'autres Français, leurs aînés souvent par des emprunts nationaux. Un vrai sujet de manque d'efficacité opérationnelle. Ça c'est dit. D'ailleurs, on peut dire que la situation financière du groupe est inquiétante. Oui, EDF est endetté, de lourdes charges financières. Certains même évoquaient le risque de faillite. Cette annonce de l'État précède d'autres annonces d'agences de notation qui devaient sonner l'alerte sur le groupe. La moitié de ces 56 réacteurs sont à l'arrêt pour maintenance. Il y a eu des problèmes de corrosion. Le parc est donc vieillissant. Rien n'est tranché également dans les discussions entre Bruxelles et Paris sur le futur d'EDF, ce qui présente aussi des risques. Et puis, une inconnue à ce jour, que va coûter la nationalisation à l'État? Et pour les consommateurs, EDF nationalisé, est-ce que ça va changer quelque chose sur les factures? On n'a pas encore de réponse. Ça, c'est sûr. Autre sujet, Didier, dans la musique, le streaming tricolore ne séduit pas du tout. Oui, alors on peut parler d'un gadin pour Deezer. C'est de cette société dont il
s'agit pour son premier jour de cotation. La plateforme française de streaming musical a plongé de près de 30%. C'est la deuxième tentative pour la société en bourse, donc celle-ci n'est donc pas concluante. Ça montre aussi que les investisseurs sont peut-être plus attentifs au sujet de la rentabilité des entreprises. On demande plus qu'un projet à moyen terme. Effectivement, le groupe a accusé une perte nette en 2021 de 123 millions. Elle a donné des perspectives à moyen terme, mais c'est pas visiblement suffisant. Et puis aujourd'hui, il faut rappeler que Deezer, c'est simplement 2% du marché mondial du streaming, dominé par le suédois Spotify. Voilà, et pour terminer rapidement, un indicateur qui est suivi de très 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 près par les investisseurs du monde entier, le taux. Oui, alors c'est les professionnels des marchés financiers surveillent l'écart sur la courbe des taux, des rendements des bons du Trésor entre le 2 ans et le 10 ans. Il y a eu une inversion de la courbe des taux. Quand ça se passe, traditionnellement, les investisseurs disent que la récession est annoncée. C'est donc une annonce de récession et c'est ce qui inquiète aujourd'hui les investisseurs. Une nouvelle alerte, on peut dire une de plus, savoir si la Réserve fédérale américaine va pouvoir l'éviter. Alors, on a même eu une baisse des cours du pétrole et d'un certain nombre de matières premières, ce qui renforce encore cette vraie question. Est-ce que la récession va arriver ? Question à suivre bien sûr avec l'info Eco Plus. C'est Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci beaucoup Didier. Merci Laurence. Au week-end prochain.